Un thème qui nous ramène à une question fondamentale, la dépendance. Vous me direz de quelle dépendance parlons-nous? Une question que j'ai voulu volontairement ouverte. Peut-on parler de dépendance totale ou partielle, mais aussi à quel niveau? La question de ce soir est la suivante. Donc, la Guadeloupe est-elle un territoire condamné à la dépendance? Avec nos invités, ainsi que vos réactions par voie téléphonique, vos apports aussi sur Internet, nous essaierons d'y voir plus clair. Tout d'abord, un plateau que vous connaissez bien, je dirais maintenant. Evita Chevry, honneur aux dames, qui est avocate. Harry Ancelade à ses côtés, le plus souvent à ses côtés, qui est chef d'entreprise. Michel Mado, de l'autre côté, enseignant. Ben, il nous a retrouvés. Raphaël Spéronel, psychologue. Et puis, Luc Renette, un homme que vous connaissez aussi, militant, on va dire indépendantiste. Alors, et qui le revendique. Voilà donc, Harry Ancelade. Je dirais qu'on est aujourd'hui dans un monde où tout est lié, tout est dépendant, interdépendant. Donc, et je dirais même, le territoire Guadeloupe, quand on parle de la Guadeloupe, cette notion de dépendance, son sens il y a une époque et son sens aujourd'hui, tout ça a évolué énormément. Mais ce qui est certain, pour un territoire comme la Guadeloupe, la vraie question pour moi reste, je dirais, réglementaire. La dépendance, pour moi, elle est d'abord réglementaire. On décide comment on organise un pays, comment on structure un pays. Et c'est pour moi aujourd'hui, la question, je la comprends comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la Guadeloupe va toujours rester un pays dépendant réglementairement? C'est ça, c'est là le débat. Pour moi, il se situe comme ça. C'est réglementairement. Alors, avant de parler de l'économie et tout le reste. D'accord. Michel Mado. Oui, alors, effectivement, il y a la notion d'interdépendance. Tout pays, toute zone, dès lors qu'on est ouvert sur le monde et sur l'autre, on est amené à avoir cette relation d'interdépendance qu'il faut bien distinguer de la notion de dépendance maintenant qui est sous-entendue dans la question, où là, très clairement, on parle de domination, on parle de déséquilibre quelque part, de déséquilibre de quelque chose qui nous prive d'une certaine logique de notre conscience, du soi, de ce qu'on est, de ce qu'on fait et pour qui on le fait. Et là maintenant, moi ce qui m'interpelle, c'est que la question dise condamné, donc ça veut dire que déjà est-elle condamnée, ça veut dire qu'elle a à vie peut-être, et qu'elle a abandonné, pas ni espoir. Mais la question de la domination, la question de la tutelle, qu'elle soit identitaire, ou la question de l'angle de construction, qu'il soit politique, culturel et autres, l'angle de construction identitaire déjà, qui soit déterminé par quelqu'un d'autre, ou en tous les cas notre devenir, notre construction est conditionné à une quelconque volonté extérieure, on a tendance à se définir à travers les yeux de l'autre, mais pire, depuis l'emplacement de l'autre. Ce qui pose des problèmes graves après en termes de construction de soi. On ne peut pas construire un pays sans cette fibre du soi, cet ancrage. Et choucage là nous banni. Bien souvent choucage là nous banni, donc forcément le banni choucage, ben ou au gré 2, donc forcément tu es dans une logique de dépendance. Alors après c'est vrai qu'il y a un travail à faire au niveau intellectuel, culturel, qui est cette éducation à la réflexion, à savoir canouiller. Là nous sortis, là nous et surtout. Donc nous on vrai travail à faire si ça, mais quand on dit la première des indépendances, c'est l'indépendance intellectuelle. Et l'indépendance, voilà, c'est cette manière de réfléchir, de se dire voilà ce que je suis, l'enjeu de s'auto-définir, quoi. Il faut quand même à niveau là, ça, là où son peuple qui pas qu'à décider, ou sous domination, et ça, c'est le début de la fin, c'est un peu le principe de la perfusion, quoi. Allez-y. Allez-y. Tant qu'il est plus jeune. Non, mais, non, parce que, alors, dans toutes les définitions, il faut bien noter qu'il y a un moment on parle de personnes, oui. Un moment on parle de groupe de personnes, oui. Et un moment on parle. Donc, le débat, c'est déjà, nous parlons de la Guadeloupe. Donc, nous parlons de territoire.
Donc, à partir de ce moment-là, il y a tout un tas de définitions qui ne correspondent plus. Là, nous parlons d'un territoire, nous parlons de dépendance d'un territoire. Alors, c'est vrai qu'il y a matière et on va parler de beaucoup de points. Quand je dis, et je pense que là, Luc comprendra bien ce que je veux dire, quand je dis réglementairement, ça veut dire pour moi, avant même qu'on parle d'économie, de nourriture, d'alimentaire, de tout ce qu'on peut, de tout ça, il y a un élément qui fait la dépendance ou la non-dépendance, c'est que je décide. C'est pour ça que je dis réglementairement, c'est là pour l'élément primordial pour moi, c'est que je fais mes règles. Je définis mon rapport en interne et en externe. Comment comment je me gère et comment je communique avec les autres, comment j'évolue avec les autres. Donc, c'est pour moi l'élément clé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour moi le sentiment que le mal, la souffrance de ce pays, c'est d'abord ça. Si la question d'être condamné, ben, on tourne en rond. Et on tourne en rond parce que justement, on ne règle rien. Et je dirais, vu qu'on n'a aucune maîtrise de la réglementation, le risque est énorme et on y va de plus en plus parce qu'on se rend bien compte qu'on va de plus en plus en pleine dérive. Et on débattra plus tard de ça. Mais ça, pour moi, c'est ça l'élément clé. Evita Chevry. Alors, tout à l'heure, Harry a dit que l'essentiel, c'est déjà la question du pouvoir réglementaire. Alors, je comprends ce qu'il dit. Il veut dire par là, si tu n'as pas la capacité juridique, politiquement, de pouvoir gérer, de prendre les décisions, les bonnes décisions qu'il faut pour ton pays, comment dirais-je, on ne va nulle part. Mais justement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans ton pays actuellement, ça peut être que le changement de statut. Mais il faudrait encore à la base, et là on tourne justement vers la question de l'aliénation, que les Guadeloupéens le souhaitent. Et c'est ça qui me paraît important. Tant qu'on parlera de cette question d'indépendance ou autre, ou d'autonomie ou autre, mais il faut d'abord parler de ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Donc, et c'est là qu'est la définition que vous venez de donner tout à l'heure me paraît tout à fait intéressante. Parce qu'on retrouve à peu près tous les éléments qui concernent les Guadeloupéens et qui peut expliquer que jusqu'à présent, nous ne possédons pas ce pouvoir réglementaire. À savoir, j'ai d'abord entendu, j'ai retenu quelques éléments, l'accoutumance. C'est vrai qu'il y a le phénomène incontestable de l'accoutumance chez les Guadeloupéens d'être dans ce rapport à la France. Ça, c'est incontestable et d'ailleurs, on leur inculque depuis des années et des années. La soumission à l'autorité, c'est vrai, c'est une réalité, on ne peut pas nier que tout ce qui est pouvoir régalien, et comment dirais-je, c'est encore à l'autorité française et qu'en plus, même on peut dire nos politiques, même si on est dans la fameuse décentralisation, on se rend vite compte que c'est très limité. La preuve, en pleine période de Covid, on a été incapable de toute façon d'empêcher que les bateaux rentrent pour sauver les Guadeloupéens. Donc ça veut dire qu'on est des farceurs parce qu'on a peut-être des millions de budget, mais si on n'est pas capable, quand il y a une épidémie, de dire on arrête les bateaux, on surveille ce qui se passe dans les aéroports, c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de sauver la vie des Guadeloupéens, je veux dire, bon, point d'interrogation. Autre chose, effectivement, manque d'autonomie et de liberté. C'est clair, autonomie et manque de liberté et d'autonomie, puisque nous sommes toujours dans le cadre de l'article 73 et qui fait que nos compétences restent profondément liées parce que l'État a bien voulu concéder. Et il y a un point aussi qui m'a paru très intéressant dans tout ce qui a été dit sur la définition et qui me paraît un point qui a longtemps nourri nos rapports avec la France et qui vont le nourrir encore, ce point et qui va le nourrir encore très longtemps, besoin d'être aidé.
Donc c'est excessivement paternaliste. Et c'est ça qui sous-tend tous les grands discours. Voilà, on va vous aider. Nous avons une mission, à l'époque, on disait, sous Victor Hugo, nous avons une mission civilisatrice, etc. Vous avez besoin de nous. C'est tout ce qui a été distillé et en fait qui explique que pour le moment, en 2020, eh ben, nous n'avons aucun pouvoir réglementaire. Donc on peut parler de dépendance totale? Moi, je pense qu'on est en dépendance. Je suis d'accord avec Harry, la dépendance, elle est d'abord politique. Si vous n'avez pas de pouvoir politique, vous ne pouvez rien faire. Mais en même temps, comment y accéder? Parce que c'est ça qui est important. Comment y accéder si nous avons encore un taux d'aliénation très important, ce dont parlait... Alors, est-ce que vous êtes tous d'accord qu'on peut parler de dépendance totale? Sinon, dans quel domaine notre territoire ne serait pas sous dépendance? J'ai juste une petite différence avec ton propos, à savoir que tu dis, tu as raison, hein, qu'aujourd'hui, majoritairement, notre peuple n'est pas prêt. J'ai dit, il faudrait-il que... Oui, il faudrait-il... Bon, je pose la question. Oui, bon, je suis puisque nous avons gardé le souvenir de 2003. 2003, l'élection, effectivement. Nous savons aussi qu'il y a une sorte de résistance au changement chez nous. Voilà. Tu as décrit, effectivement, les ressorts de cette résistance au changement. Mais très souvent, nous parlons du peuple et nous ne parlons pas du pays. Comme si on pouvait, dans 30 ans, dans 50 ans, 60 ans, il sera encore autant. Je pense qu'il est important aujourd'hui de voir que nous sommes dans une course, malheureusement, contre le temps. Et que si dans 100 ans, nous sommes dans une situation, les Guadeloupéens n'existeront plus. La terre de Guadeloupe n'existera plus parce qu'elle disparaît à raison de 1000 hectares par an. Donc, peuple et pays doivent être, je dirais, considérés ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Et que ce soit nous ou bien les politiciens classiques, eh bien, ils parlent toujours du peuple, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Mais union pays. Et pays à ça, on a le devoir de Kémé pour les générations qui viennent. Je dis que nous sommes comptables d'aujourd'hui et de demain. Donc aujourd'hui, il faut toujours avoir, je dirais, une vision à la fois sur les aspirations du peuple, ses besoins, mais aussi les besoins du pays. Nous sommes, je dirais, comptables de tout cela. Alors, tout ça pour dire... Vas-y, je voudrais juste... c'est sûr que nous ne pouvons pas attendre le grand soir, effectivement, c'est une expression qui est... pour agir. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'envisager, même dans le système actuel, tout en se battant pour l'émancipation du pays, d'envisager que nous puissions réfléchir, je dirais, à un cadre stratégique que nous partagerions pour une croissance inclusive, une croissance endogène. Je pense qu'il y a donc un travail... on est d'accord. Oui, mais lui, il faut employer les mots qu'il faut, tu tournes autour du pot. Ah non. Quand tu parles d'un cadre stratégique, non, soyons clairs, peut-être que je le comprends. Mais c'est parce que c'est toi. Non, ce qui fait lien entre peuple et pays, c'est quoi? C'est le projet? Oui. On est d'accord? Oui. Mais je dis que nous sommes capables aujourd'hui, tout en revendiquant effectivement la souveraineté de notre pays. Je suis effectivement indépendantiste. Mais je sais également qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément, mais qui sont préoccupés par l'avenir de ce pays. Je pense que par rapport à toutes les compétences qu'il y a dans ce pays, nous pouvons très bien envisager d'avoir un agenda 2030, par exemple. Un agenda aussi 2060. Pourquoi? Parce que j'ai porté ce document, bon, je ne le cache pas, c'est pour une ville nouvelle pour la Guadeloupe. Mais ce tableau, que chacun le voit, il n'émane pas de moi. C'est M. Jean-Marie Floreur, qui est un scientifique. Et il montre que dans 90 ans, là où nous sommes, ça n'existera peut-être plus. Jarry sera en grande partie par rapport effectivement à la montée des eaux. Voilà. Et pas que Jarry. Même là, excusez-moi, je ne vais pas faire peur, mais même là où on met le CHU aujourd'hui, si je tiens compte de ça, ce sera de l'eau que ça dans 90 ans. Donc nous devons, nous, Guadeloupéens, dès aujourd'hui, quel que soit notre bord politique, envisager donc, notre Guadeloupe dans 10 ans, mais aussi dans 60 ans. Alors non, mais j'ai quand même... Dans ce cadre-là, ça demande effectivement que tous ceux qui ont effectivement des connaissances, des compétences, puissent réfléchir, je dis, un agenda 2030 et aussi un agenda 2060. Non, mais alors, essayons de cheminer je voudrais juste dire quelque chose. Comment dirais-je, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler dans le contexte actuel pour faire avancer les choses. Mais tu viens d'employer un terme qui me paraît essentiel et auquel je suis profondément sensible, à savoir le temps. Eh bien, tu es bien placé pour savoir justement. Toi, tu avais fait partie de ceux qui avaient compris qu'il n'y avait pas le temps. Et malheureusement, ça n'a pas été bien compris d'autres. Et on a perdu, justement, le temps à jouer contre nous.
Et ça, ça me paraît essentiel ce que tu viens de dire, parce que justement, à l'époque où il y a eu vraiment on peut dire qu'il était profondément populaire aussi, ce mouvement, on a oublié une chose, ceux qui étaient à la tête de ces mouvements-là, ils ont oublié une chose, c'est que le temps jouait contre nous, et c'est ce qui s'est passé. Et actuellement, c'est vrai qu'il peut y avoir des renouveaux, des velléités ou des volontés de vouloir changer les choses, mais, comment dirais-je, on part à nouveau presque je dirais pas de zéro, puisqu'il y a eu un énorme travail de fait, mais on part avec beaucoup de retard. Ça c'est... Alors j'aimerais quand même vous entendre sur cela. Qu'est-ce qui provoque la dépendance? Laquelle? La psychologique, celle qui empêche de se penser dans un autre rapport que celui qu'on a avec la France? Qu'est-ce qui provoque l'état de dépendance? On est ce qu'on appelle une république coloniale, hein, donc c'est avec... c'est structurel. Oui, donc c'est ça. C'est-à-dire que c'est très difficile. Je dis que la situation, enfin, pas seulement de la Guadeloupe, mais de la Martinique et autres, c'est très difficile. On sort. Vous vous rendez compte qu'on est sorti d'une période d'esclavage, 4 siècles quand même, et brutalement, on rentre dans une période de colonisation. À quel moment vous avez le temps vraiment de vous structurer? Alors, il y a eu des élites, évidemment, comme dans tous les pays de la Terre, mais ça a été difficile, parce qu'il y a des pays qui ont été colonisés, mais qui ne sortaient pas de l'esclavage. Tandis que nous, on a tout eu. Donc, c'est évident que vous ne pouvez pas, et on vous a imposé l'oubli. C'est ça aussi qui est important. On vous a imposé l'oubli. On vous a dit, voilà voilà, nous sommes venus justement pour vous aider, pour vous construire, etc. C'est évident qu'il faudra aussi beaucoup d'années pour faire exploser tout ça. J'ai un problème. J'ai vraiment un problème dans tout ça. Parce que, finalement, quand je regarde ce peuple, malgré tout ce rapport de force, malgré toute cette pression, malgré tout le pouvoir colonial qu'il y a eu, le peuple guadeloupéen a toujours eu la capacité de se mettre debout à des moments où on l'attendait le moins. Bon. Et là, la capacité de le faire, il s'est toujours mis debout. D'ailleurs, quand on regarde bien, si on regarde bien les évolutions depuis les années 60, avant même d'arriver au débat indépendantiste, il y a eu un travail colossal qui a été fait. Le GOMB, le machin, la réforme foncière, enfin, il y a eu un boulot extraordinaire. Les gens ont bossé, il y a eu un travail où vraiment les Guadeloupéens ont réussi à faire évoluer un certain nombre de choses en imposant, en se battant là-dessus. Mais, bizarrement, et c'est là où j'ai du mal à comprendre ce pays-là, on a cette capacité-là. J'ai vraiment le sentiment qu'à un moment, on a acheté l'esprit guadeloupéen. Quel est ce on? Ah ben le pouvoir colonial a su, à un moment, on a créé, vous savez, à un moment, j'ai l'impression qu'on a créé une certaine, on a lâché l'aisance, on a lâché une certaine aisance, et on a cassé quelque chose. Parce qu'en définitive, à partir dans les années 90, après tous les combats qui ont été menés, moi je suis convaincu qu'à partir des années 90, les choses auraient pu évoluer autrement et rapidement. Et bizarrement, j'ai le sentiment qu'il y a eu une peur interne plus qu'une pression externe. J'ai senti un ralentissement énorme de 90 à jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où je ne retrouvais plus cette dynamique parce qu'en définitive, il y avait une certaine aisance qui se glissait au fur et à mesure. Et il faut appeler un chat, hein. On se comparait et on acceptait tout le temps ces comparaisons-là. Vous n'êtes pas Haïti, vous n'êtes pas Antique, vous n'êtes pas ceci, vous êtes plus à l'aise. Et ça, on l'a intégré cette notion-là. Et en définitive, je trouve une certaine dynamique s'est cassée parce que quelque part, et on est entré dans un débat entre dignité et aisance, dignité et pouvoir d'achat et consommation. Et on a perdu notre âme là-dedans.
Oui, mais ça, c'est la chose qui meurt. Mais ce virage-là que tu signales est très important dans les années 90, mais ne s'est pas joué uniquement en Guadeloupe. Il y a eu effectivement un choix sécuritaire, et Dieu seul sait s'il a été fait. Il y en a eu deux, ça a eu 2 fois en Guadeloupe. Le premier choix sécuritaire qu'il y a eu dans l'histoire de la Guadeloupe, c'était dans nos pères, nos grands-pères peut-être même, avec la départementalisation. Et honneur à eux, malgré tout. C'était, à l'époque, la question était, c'était bocantage entre Baïkoko pour Savon et le mirage d'une société égalitaire avec de l'eau, avec du bien, etc. C'était un premier choix. Le deuxième choix, et ils l'ont fait. Et c'est grâce à ça, si on peut en parler maintenant quand même si maintenant, on peut critiquer a posteriori. Le deuxième choix, effectivement, qui a été fait dans les années 90, c'est qu'on a sous-estimé l'embourgeoisement des gens. Et la société de consommation, c'est là qu'il y a eu assimilation, c'est là qu'il y a eu nivellement des projets de vie, et c'est là qu'il y a eu perte de velléité, des désirs de sortir de la norme. L'identité, effectivement, a été mise en marché avec l'identité, la liberté, la prétention, l'ambition, a été mise en marché avec la sécurité, les visions planifiées, les choses comme ça. Alors tout ça, c'est une dépendance voulue et nécessaire. Non, en même temps, les esprits ont mûri. Moi, je reste toujours sur mes 2 schémas. Parce que malgré ça, tu portes un jugement, là. Non, mais un travail... propos dangereux, là. Non, un travail s'est fait. Si on peut en parler maintenant, c'est qu'à le même temps, c'est pas si schématique que ça. En même temps, quelque chose en bas s'est fait. Alors peut-être qu'il y a eu des pics à des moments donnés, mais quelque chose s'est fait qui permet qu'aujourd'hui, la question peut être abordée de manière beaucoup plus sereine qu'elle l'était à l'époque, ce qui est un non-dit. On ne pouvait même pas en parler. Quelle est cette question? La question, la question de savoir quel est le statut, qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays, avec qui. Reste à savoir aussi, non seulement avec qui, mais avec quel type de leader. Alors, on va y arriver d'ici quelques instants. Alors, juste quelques minutes, Michel, puisque nous devrons marquer une courte pause. Il y a plusieurs choses ont été dites. Effectivement, quand Evita, il parle de tout le processus, ni l'esclavage, même si Lomoun a dit qu'il faut arrêter de parler de l'esclavage, mais en même temps, son étape... Même si on reconnaît maintenant les préjudices. Oui, mais son étape qu'elle ne peut pas nier. Oui. Et ni l'esclavage, après ni la colonisation, après, la colonisation n'est rien d'autre qu'un camouflage administratif de l'esclavage, il faut le dire. Après, tu as la départementalisation qui est en fait une colonialisation édulcorée, où on te fait croire que tu es français, mais sans l'être, réellement. Et tout le drame, il est là. Et Raphaël l'a dit, quand Raphaël a parlé de la départementalisation, c'est à la limite d'envie de dire, c'est pigo malédiction, nous trapper. Pourquoi? Mais je ne généralise pas, mais pourquoi? Parce que, ou en mettant la pointe, ou européen, parce qu'au super-fusion en termes de subventions pour ça qui est agriculture, il y a fait comprendre que les fonds viennent de l'Europe, donc ou européens, ou français, parce que pièce identitaire, il y a du français, ou administrativement français. Après, ou caribéen par fantasme, parce qu'en Caraïbe là, il faut ensemble les frères qui en Caraïbe là qu'on vous, ou américain par l'UBI, parce qu'il y a un bassin là, bon, américain côté nous. Et en fait, à aucun moment, tu conçois réellement la chose guadeloupéenne, c'est-à-dire quel Guadeloupéen que tu es. Donc ça, c'est une première chose. Donc la départementalisation nous a fait mal. C'est vrai, maintenant, comment on en sort? J'ai envie de dire que je vais retenir une partie de l'intervention d'Harry. Le Guadeloupéen a toujours su, au moment où il fallait, se lever et prendre ses responsabilités. Donc envie de dire, Harry, l'espoir pas mort, peut-être que... Non, mais pourtant, on parle de dépendance. Oui, on parle de dépendance, mais en fait, le fait même de mettre le doigt dessus, le fait même de voir le problème, pour moi, c'est déjà ouvrir la porte au changement. Les unions jeunesse en pays, ou pas bailler travail, ou pas bailler travail en tous les cas. Celle qu'on a proposé, c'est allocation, bitin, toutes sortes de bitins pour faire comment bon pas travailler, nous qui aider autres bitins, ou sinon RSMA. Là, on est déjà dans un schéma qui est précis, c'est-à-dire on est vraiment dans une sorte de perfusion intellectuelle, identitaire, tout ça, en plongeant, on ne peut pas construire comme ça. Quand dans tes programmes scolaires, dans le fonctionnement de l'éducation dans ton pays, je n'ai pas dit qu'il faut être auto-centré, simplement tu dois partir de ce que tu es pour mieux comprendre l'autre. Ça, tu n'as pas ça. Donc forcément, on vise vers une sorte d'aplanissement même de la domination, au-dessus là, Guadeloupe et un képet de filaïwa dans ça. Mais très honnêtement, je le répète, la première des autonomies, c'est celle de la pensée. Après, forcément, dès qu'on aura cette autonomie de pensée, dire je suis Guadeloupéen, voilà ce que je veux pour mon pays, la Guadeloupe, toutes ces questions-là pourront être réglées après.
Voilà, ça c'est point de vue à moi. Merci. Nous marquons une courte pause. J'ai quelqu'un qui me dit, j'ai appelé déjà 62 fois en ne pouvant pas passer. Donc, désolé, il faut continuer. Hein. Peut-être que ça va passer. Et pas que lui. Nous récupérons un appel. Bonsoir. Et puis, nous essaierons d'en récupérer et pour mettre un terme à cette émission d'ici quelques instants. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, Madame Boissé. Ça prouve que cette émission et intergénérationnelle et très importante. Madame Michaud, bonsoir. Monsieur Anslade, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mado, bonsoir. Bonsoir. L'homme de sagesse, Monsieur Renet, bonsoir. Bonsoir. Et je dirais notre... je ne sais pas si c'est psychologue ou si c'est politologue. Ah, psychologue. Monsieur Spironel. Oui, bonsoir. En tout cas, très belle émission. Très belle émission. Je pense qu'on ne doit pas tout jeter à la poubelle. Dans la mesure que Monsieur Anslade, c'est vrai, il est chef d'entreprise comme moi-même, et dans ce qu'il a dit, il y a une part de vérité, mais nous devons dépasser nos clivages et avancer de l'avant pour reconstruire, pour continuer à construire ce pays Guadeloupe. Et en construisant ce pays Guadeloupe, nous devons nous aimer tout d'abord. Et c'est vrai que les Indiens s'apprécient beaucoup, les Libanais s'apprécient beaucoup, les Noirs aussi commencent à s'apprécier. Mais c'est une nouvelle génération qui a une autre mentalité et nous devons construire avec. Il faut savoir que la Guadeloupe, effectivement, pour moi, n'est pas un département, c'est un pays. Nous devons construire, continuer à construire ce pays avec nos enfants. Si aujourd'hui, la Guadeloupe, dans les 30 à 40 ans, doit avoir des chefs d'entreprise guadeloupéens, ben, nous devons commencer maintenant à les former. Mais les former dans un centre d'information. C'est Gabriel Foy qui vous parle, je ne vais pas me le cacher. Donc c'est pour cette raison que je dis qu'aujourd'hui, la jeunesse guadeloupéenne, pour les empêcher de partir, ben, il faut les former sur notre territoire. On a tout pour réussir dans ce pays. On a tout pour construire ce pays. Qu'attendons-nous? Arrêtons de parler. Prenons le train en marche pour construire ce pays avec des hommes et des femmes en se respectant, en s'appréciant. Et M. Anslade, je le connais peut-être pas personnellement, mais je connais un petit peu ses enfants. Et c'est vrai qu'il a beaucoup subi. C'est un homme de conviction. J'aurais pu être comme lui aussi. Mais je me dis qu'aujourd'hui, nous devons faire face à cette adversité entre nous-mêmes et aller de l'avant. Nous avons du mal à construire ensemble. Ce n'est pas grave. Nous devons avancer pour construire la Guadeloupe. Voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. En tout cas, Madame Boissé, très belle émission. Très belle émission. Merci Gabriel Foy, et qui rencontre d'ailleurs des difficultés que nous connaissons tous, puisqu'il est le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et avec une phrase où il dit, notamment à Harry Anslade, il faut continuer à se battre pour la Guadeloupe, il faut continuer à avancer, et si on doit retenir un message, c'est celui-là.